Et donc, je suis à l'école normale à côté là, où bon, la recherche est quelque chose qui vient. Et merci mon directeur pour l'invitation, parce que c'est vous qui nous encouragez à venir. Et donc, on a essayé, nous n'avons pas la science infuse, on va essayer de présenter ce que nous croyons comprendre dans ce qui est cette épidémiologie et ce qui peut être des solutions mathématiques. Alors, si vous permettez, on va commencer. Bien. C'est quoi la Covid-19? Cette maladie qui nous arrive et qui, malheureusement, fait des victimes. Mais c'est pas exposé, monsieur. Pourquoi vous mettez l'exposé qu'il ne faut pas? Mettez bon exposé avec les deux. Donc, cette maladie nous fait nous interroger. Et en mathématiques, il existe ce qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire rendre compte d'une réalité par des formules mathématiques afin de mieux la contrôler. Et un des professeurs camerounais, le professeur Kobo, aime bien dire la modélisation est une représentation simple d'une réalité. Parce qu'en fait, la modélisation n'est pas la formule magique de Dieu, mais c'est une approximation de cette réalité-là. Alors, si vous permettez, on va donc commencer. Je présenterai avec un jeune data scientist qui a permis de faire des grandes modélisations et qui nous a permis de comprendre que les avalanches, une autre théorie mathématique, peuvent permettre de comprendre la Covid. Il nous a même démontré que la Covid était une avalanche. Vous savez, c'est quoi une avalanche? Donc, si vous permettez, on va commencer. Voilà, avancez s'il vous plaît. Bien. Alors, après ce fameux titre très pompeux, je tiens à dire que je suis encore professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et voilà, pour commencer donc, quelle est la situation épidémiologique de la Covid au Cameroun? Si vous voyez, depuis mars 2020, la pandémie au Cameroun a subi cette courbe-là. C'est ça ce que nous avons observé présent. Il y a eu à un moment, regardez, un pic. Il y a eu à un moment où les gens mouraient beaucoup. Il y a eu beaucoup d'épidémiologie et nous sommes entre juin et août. Nous avons atteint le pic et depuis un certain temps, il y a comme une stabilité qui ne s'explique pas beaucoup, mais qui est observable et nous constatons bien qu'au Cameroun, il y a bel et bien une stabilité. Vous voyez bien, voilà, ça c'est la courbe de la réalité au Cameroun. Depuis un temps, il y a une stabilité. Est-ce qu'on peut penser? Une fois qu'on a dit, qu'est-ce que nous donc on a fait? Les mathématiciens ont servi à quoi ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, si tu peux remonter un peu pour que tu déroules un peu l'exposé, s'il te plaît. Hein? Il y avait quand même l'introduction, il y avait le plan, j'imagine. Voilà, tu peux remonter un peu. Non, encore. Voilà. Donc, je présenterai un peu, en premier lieu, c'est quoi cette histoire de Covid au Cameroun? C'est quoi la prédiction? Mathématiquement, comment on peut se prévaloir de pouvoir faire des prédictions? Il faut bien qu'on l'explique. Et maintenant, en troisième lieu, on va vous dire l'algorithme numérique que nous avons utilisé. Et vous savez qu'un algorithme, bon, c'est comment il va falloir les sélectionner. C'est pour ça que dans la suite, on va parler de la sélection des modèles. Et un modèle, là, c'est des travaux très techniques. Nous allons parler de la sensibilité. Et à un moment, on va discuter un peu des résultats que nous croyons avoir obtenus. Parce que nul n'a la science infuse. On a commencé, c'est un pavé dans la main. On va voir où on peut aller. Voilà un peu le plan de l'exposé, sur quelques points sur lesquels je veux vous entretenir. Alors on peut commencer, on peut continuer. Valérie? Merci Valérie. Bien, ça, on y a déjà été. Avançons s'il te plaît. Alors, comme le professeur Awana, bon, vous savez, les grands esprits. Allô, merci. Quand le professeur Awana l'a introduit, déjà, vous savez, ces grands esprits, c'est pas facile à le contenir. Il commence à dévoiler mon exposé avant moi-même. Bon, il faut quand même qu'on se retrouve. C'est pour ça que pour éviter des problèmes, j'ai fait donc un côté des modèles déterministes et d'un côté des modèles comment? Stochastiques. Pourquoi?
Parce que vous voyez, il y a des grandes sciences qui existent dans la vie. Il y a des modèles, il y a l'épidémiologie. Et au Cameroun, même, nous avons des spécialistes en épidémiologie qui savent utiliser des modèles et ils savent. Donc, on a créé une grande équipe avec des médecins, des spécialistes. Donc, on va, dans un premier temps, définir et étudier les modèles déterministes. Et à un moment, on s'est dit que, déterministe, on ne comprend rien. Comment on peut dire qu'on maîtrise un truc qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire la Covid. Est-ce qu'on connaît bien la Covid? Non. La Covid a encore beaucoup d'inconnus. On s'est dit, non, il faut ajouter l'aléa. Il faut ajouter l'aléa dans ce modèle. Et dans ce modèle-là, on a donc pensé qu'il faut mettre le côté stochastique en ajoutant l'aléa. Et l'aléa que nous avions trouvé ici, nous avons ajouté ce qu'on appelle le bruit en probabilité statistique. Le bruit, c'est quoi? C'est un vecteur de calcul d'erreur dans des mesures. Parce que nous sommes conscients que nous avons des erreurs forcément dans ce que nous croyons comprendre. Quand on ne connaît pas, il faut l'admettre et dire il y a erreur. Et le bruit, la notion de bruit, qui est un processus stochastique stationnaire, nous permet à un moment d'intégrer l'erreur et de se réajuster. Bien, on va donc commencer par les modèles déterminés. Je vais vous présenter c'est quoi ces modèles. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas bien donné. Et pourquoi il faut que je vous présente les modèles stochastiques. On peut avancer, Valérie? S'il te plaît. Alors, bon, évidemment, on a étudié les données. Les données, vous allez me demander, vous allez plus ça où? On a pris les données disponibles par notre ministère de la Santé, par l'OMS. C'est là qu'on les a pris. Avance encore, mon fils. Oui, donc c'était pour dire un peu l'origine des données. Bien. Maintenant, on va commencer par le premier modèle. Beaucoup d'entre vous sont des spécialistes en épidémiologie. Nous n'avons pas la prétention d'être épidémiologistes. Mais ici, on va commencer par le modèle CIR. Que veut dire CIR? C'est ce qu'on appelle un modèle compartimental. Ça veut dire quoi? Dans une population, on a des personnes susceptibles d'être comment? Infectées. Et à côté d'eux, quelle est la probabilité de passer de susceptible à infecté? Nous l'avons mentionné par bêta. Et maintenant, quand on est infecté, est-ce qu'on peut être guéri? C'est eux-là. Le CIR, donc, c'est, bon, évidemment, chez les anglo-saxons qui sont à l'avance, ils ont mis susceptible. Donc, c'est le CIR là, donc, c'est ce schéma que vous voyez devant vous là, CIR, susceptible, infecté. Si on classe notre population en ces trois catégories, dans ce qu'on appelle, dans ces trois compartiments, et avec la probabilité de passer de susceptible à infecté bêta et la probabilité de passer d'infection à guéri par lambda, on a donc ce schéma-là. Comment se déroule dans ce schéma? Mathématiquement, tu peux avancer s'il te plaît? Que donne ce schéma? Bien. Mathématiquement, ce schéma bien étudié nous conduit inéluctablement à ce système d'équations différentielles qui permet de voir l'évolution de la maladie. Notre problème, c'est quoi? Combien de personnes sont infectées? Combien sont guéries? Combien ont retrouvé la santé? On peut avancer, s'il te plaît? Donc, ce système d'équations-là que vous et moi, on va essayer d'étudier. Et lorsqu'on a étudié, ces solutions sont quoi? Tu peux élargir un peu? Les solutions sont des courbes qui vont nous permettre de voir combien on va mourir, combien seront guéris, combien. Et pourquoi nous avons pensé qu'il faut étudier ça? La courbe en rouge, je vois que le rouge, c'est le nombre de personnes qui vont décéder. On a le sentiment, regarde dans nos travaux, on a le sentiment, le modèle, lorsqu'on résout cette équation, on l'a fait d'une façon numérique, avec des algorithmes, on se rend compte que, à un moment, on aura beaucoup de morts. Et après, on va descendre. Vous voyez bien qu'on se rend compte qu'on en aura un peu trop vers juin-juillet, et qu'après, ça va se stabiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on peut dire par chance que ce qu'on a prévu semble se réaliser. Il y aura des morts. Et on s'est rendu compte de quoi? Qu'au début, on a beaucoup de personnes, on ne maîtrise pas comment les soigner. Au début, on avait beaucoup de cas, la courbe verte, et en maîtrisant les connaissances sur la maladie, nous arrivons à voir, à maîtriser le traitement et le nombre de cas baisse. Et on voit que les guéris, qui au début étaient peu, la courbe, celle qui monte là, vous voyez,
on en a un peu plus parce qu'on maîtrise un peu plus des connaissances sur cette maladie qui était hier inconnue. Et la courbe en zigzag, c'est les données réelles. Nous, on a appris des choses clairement au Cameroun. On a dit, voilà, aujourd'hui, il y a eu tel nombre de morts. Et on se rend compte que ces courbes réelles-là, avec les données que nous, on prend à l'hôpital central, n'est pas très loin des courbes de notre modèle. Mais, est-ce que c'est suffisant? On peut avancer, Valérie, s'il vous plaît. C'est pas suffisant. Ce modèle nous a montré ça, mais est-ce que c'est suffisant? Nous ne croyons pas. Alors, on s'est donc dit, avant, monte un peu le tableau là, je vais expliquer le tableau. Alors, dans ce tableau, vous savez, dans un modèle, il y a des indicateurs qui permettent de saisir un modèle et de dire s'il est bon ou mauvais. Quand on a fait ça, on s'est rendu compte que des indicateurs comme le R0, les paramètres bêta-gamma, il fallait essayer de trouver le pic se trouverait à quel niveau. Il se trouve que dans ce modèle, vous-même vous voyez, le pic ici n'est pas très bien ciblé. On a le sentiment qu'on n'arrive pas aux bonnes valeurs en des dates. Et on s'est dit, le R0 ici, qui est le taux de base de propagation, est très fort, voyez-vous. Et on a donc tous les indicateurs et tous les paramètres qui nous font croire que ce modèle n'est pas le plus approprié à notre situation. On peut avancer, mais Valérie, parce que le R0 doit être autour de 1. On s'est donc dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre compartiment à notre modèle. On a donc mis les modèles, on a mis dans notre modèle la case des personnes exposées. Et lorsqu'on a eu cette case des personnes exposées, regardez, on obtient un autre système d'équations différentielles que les épidémiologistes connaissent très bien, qui donne ceci, et en voulant résoudre ce système d'équations, en choisissant les S0 particuliers, on arrive à ça. Tu peux avancer, s'il te plaît, mon fils, avec les graphes. Qu'est-ce qu'on voit comme tendance ici? Tu peux élargir un graphe, s'il te plaît. Même dans ce modèle, la tendance semble être maintenue, mais on a des taux de guérison qui ne nous conviennent pas, qui nous embêtent un peu. On se dit bien, c'est la même tendance, voyez-vous, même en prenant en compte le nombre de personnes exposées, nous n'arrivons pas. On n'est pas très bien, parce que d'après les épidémiologistes, on n'arrive pas forcément avec des paramètres aussi disparates. Alors on s'est dit, c'est pas bien. Parce que la plus grande question en épidémiologie est souvent le choix des paramètres, le calibrage du modèle. Alors, mais la tendance, pourquoi vous allez me demander donc, quel est l'intérêt de venir présenter ce travail? L'intérêt c'est quoi? Regardez, au jour d'aujourd'hui, vers décembre, regardez l'instabilité que nous avons prévue. Il se maintient là, regardez, très bien. Donc, on se dit, c'est qu'on a essayé de faire, et je tiens à vous dire que ce travail a été fait par un groupe de chercheurs de l'ENS, et qu'il a fait l'objet d'une publication, même aux États-Unis. Et il semblerait que, il semble corroborer la réalité. C'est pour ça qu'on se permet de venir devant vous, vous le présenter. On peut avancer, s'il te plaît? Donc, voilà le second modèle où on a ajouté des personnes exposées. Maintenant, celui-là ne nous a pas semblé aussi convaincant. On se dit, mais là, ça ne va pas. Parce que quoi? Regardez, ce fameux R0, ici. Or, pourquoi je parle de R0 pour ceux qui ne savent pas les épidémiologistes dans la salle vont bien nous dire, le R0, pour que l'épidémie soit maîtrisée, il faut que R0 soit inférieur à 1. N'est-ce pas? Voyez-vous, comment on peut se prévaloir d'un modèle qui a des R0, des 6 et tout et tout? Est-ce que ça a le sens? Non. Donc on s'est dit, ce modèle ne mérite pas d'être retenu. On l'a enlevé. Vous-même regardez les R0, ils sont très forts. Ça veut dire que si on prend ce modèle, le Cameroun va brûler, tout le monde va mourir. Donc ce modèle n'est pas bon. On l'a donc enlevé. On peut avancer, Valérie. C'est pour ça que, selon les critères des épidémiologiques, on a donc préféré enlever ce modèle qui ne nous donne pas des prévisions fiables. Et maintenant, on a créé notre modèle compartimental, on a ajouté les décédés. C'est le D qui est resté D. Ça veut dire que les gens qui sont morts. Quand on ajoute dans le compartiment, on obtient ce système d'équations différentielles que vous voyez bien là. Et là encore, tu peux avancer. Ça, c'est le modèle. Le modèle, c'est le système d'équations. Hein. Je crois que vous l'avez compris. Il y a beaucoup de spécialistes qui comprennent. On est pour tout le monde. Je vous fais dire que c'est ça le modèle. Et qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on fait des simulations, qu'est-ce qu'on obtient?
Peux-tu montrer les courbes un peu pour que je dise un mot? La tendance n'est pas mauvaise. Regardez, ça veut dire que les modèles épidémiologistes ont encore droit de citer. Ils donnent la tendance, mais on est dans les mauvais paramètres. Comment choisir des bons paramètres? Comment les arrêter? Telle était donc la grande difficulté à laquelle nous étions confrontés. Avance, s'il te plaît, Valérie. Et il se trouve que quoi? Lorsqu'on a lancé celui-ci, regardez encore. Lorsqu'on prend, on trouve les paramètres qu'il faut, on a les R0 qui sont très loin de 1. Ça veut dire que si on adopte ce modèle, nous serons tous morts. Regardez, et quand on essaie d'avoir les pics, les quantités qu'il y avait pendant le pic, parce que ce qui est entre parenthèses à la collade, c'est le nombre total de cas à ce jour-là. Et là devant, on a le nombre d'infectés qui est avant. Oh, vous voyez bien que ça ne correspond pas à notre réalité. Ça nous a encore permis de dire que ce modèle ne convenait pas à la situation du Cameroun. On peut avancer, s'il te plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette Covid vient faire? Alors, on s'est dit, là, on a un problème. Est-ce qu'on va continuer à jouer avec le déterminisme? On ne comprend pas tout. On a admis qu'on ne maîtrise pas tout. On s'est donc dit, on va faire des modèles stochastiques. C'est quoi le modèle stochastique? Il faut ajouter l'aléa au modèle. C'est qu'on ne comprend pas. On a introduit une notion, le bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est un vecteur d'erreur qui permet de mesurer ce qu'on ne connaît pas. On s'est donc dit, comme on ne connaît pas tout, on admet et nous disons, on ajoute le bruit au modèle. Et qu'est-ce que ça va donner? Tu peux avancer? J'espère que tu subis la logique, avance. Alors, en ajoutant, les courbes semblent être dans la même dynamique. Avance, c'est les mêmes courbes un peu. Avance un peu. Et là, le R0 aussi ne s'améliore pas beaucoup. Donc, s'il te plaît, avance encore. Ça ne nous avance pas beaucoup. On ne gagne pas grand-chose. Et le bruit ici dans le modèle, regardez, c'est le B1, le B2, le B3. On a ajouté le bruit. Vous savez, il y a combien de types de bruit? On peut avoir des bruits blancs et des bruits colorés. C'est quoi un bruit blanc? Dans le bruit blanc, on a la moyenne qui est comment? Qui est égale à 0. Et on a la variance qui est constante. Vous voyez, les moments temporels, on ne va pas entrer dans le côté technique. Mais c'est ça qui explique un peu la description qui est là un peu. On ne va pas y entrer. Mais nous avons pris ici les bruits blancs. Lorsqu'on a mis le bruit blanc, on s'est rendu compte que même malgré cette introduction de la mesure de l'erreur, dans le CIR, nous n'arrivons pas beaucoup. Tu peux avancer, s'il te plaît? Et qu'est-ce qu'on obtient? Mais ce qui nous conforte, c'est la même tendance des courbes. Ça veut dire que le Cameroun, à un moment, va s'en sortir. Voyez-vous, depuis le début là, les courbes ont la même tendance. Mais, est-ce qu'on est arrivé au bout de nos peines? Non. Avançons, s'il vous plaît. Alors, on a continué à fouiller dans le stochastique, mais on s'est rendu quand même compte que certaines choses s'amélioraient dans le stochastique. Hein? Valérie, s'il te plaît, avance. Voilà. On a donc ajouté le stochastique, on l'a ajouté, avance, s'il te plaît. On a ajouté les infectés, c'est le même, on a ajouté le bruit, et qu'est-ce qu'on obtient? S'il te plaît. Vous voyez, les courbes, la tendance des courbes obtenues par des algorithmes bien définis est la même. Il faut seulement apporter la précision. Et cette précision, comment on va l'apporter? Et quand on prend la réalité des courbes réelles qui sont là, on voit qu'elles ne sont pas très loin des courbes obtenues par des simulations, par la révolution de l'équation, du système d'équations différentielles. Mais il y a quand même une erreur. On ne peut pas dire qu'on modélise un système, un phénomène, tout en ayant un grand décalage entre la réalité et ce que nous faisons. D'où, pour nous, il est important de voir l'erreur. Mais regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Dans ce modèle stochastique, regardez le R0. Il commence à baisser et il va autour de 1. Ce qui nous fait donc dire, ah, enfin, on s'approche des choses qui sont acceptables. Et il se trouve que, regardez, au moment où on a lancé le CRA, il se trouve que, regardez, en prenant un S0 de 20 000, on est arrivé un peu pas loin des estimations gouvernementales et qui sont arrivées à déterminer un pic qui ne semblait pas loin de ce que nous avons prévu. C'est pour ça qu'on se dit, ah, voilà, les choses semblent aller dans le bon sens. Et donc, ce modèle-là, avec le rouge, nous a semblé plus proche de la réalité que le modèle déterministe.
vous voyez bien que le R0 a baissé. Je peux avancer. Et là, on a également le bruit ici, et le bruit nous permettant, parce qu'on s'est dit, avec des données qui ne sont pas maîtrisées, la qualité des données qui n'est pas claire, qu'est-ce que nous faisons? Et vous voyez, les courbes sont les mêmes. Les courbes nous disaient, en décembre, au Cameroun, vous allez avoir la stabilité. Regardez vous-même. Donc aujourd'hui, quand on a la stabilité, qui l'aurait pensé? On est surpris nous-mêmes, on dit, mais tant mieux. Si nos travaux ont permis de penser vrai, ça arrive, c'est tant mieux pour nous. Mais on n'a pas le monopole de la vérité. Nous avons des grands spécialistes dans ce domaine qui nous diront. Et regardez, le R0 ici est bien appliqué et bien bas. Depuis qu'on a les stochastiques, vous voyez, le R0 devient raisonnable. Alors que quand il y a un déterministe, on avait des R0 incroyables. Quand on sait que quand un R0 est supérieur à 1, c'est mauvais. Nous, on avait les 4. Et donc, vous voyez bien que là, on commence à avoir un peu le sourire en se disant, oh, enfin. Et quand on reprend ce modèle stochastique de CIRD, vous voyez bien la tendance et les alpha, parce que les épidémiologistes nous expliqueraient que le choix des paramètres n'est pas souvent chose facile. Avance, s'il te plaît. Voilà, parce que c'est la même tendance. Je pense qu'on peut continuer à dire la même chose. Ici, on l'a fait avec les bruits blancs, et on l'a fait également avec les bruits colorés. Avec les bruits colorés, évidemment, on intègre beaucoup de choses, mais on n'a rien vu de spécial, rien n'a changé fortement, mais la tendance est bonne. Donc, les modèles existants, bien travaillés en ajoutant l'aléa, permettaient de voir la tendance générale de la Covid au Cameroun. Je tiens à vous dire que pour maîtriser, pour paramétrer, il faut qu'on le fait avec les données du Cameroun. Et en paramétrant, en calibrant, les données du Cameroun donnent une tendance qui va à l'apaisement. Nous, je tiens à rappeler également que nous traitons le cas de la première vague, parce qu'on ne sait pas quand même une seconde vague. La Covid étant quelque chose de difficile à maîtriser, il faut bien être prudent dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas faire un triomphalisme facile. Voilà. Avance, mon fils. Donc, on voit bien que, regardez ici, là, montrez un peu. Dans le tableau-ci, vous voyez bien qu'on a dans des cils, comment, avec le F0, comment, autour de 1, et même inférieur à 1. L'espoir naît. Parce que lorsque le R0 est inférieur à 1, ça veut dire que la pandémie va disparaître. Voyez-vous? D'où notre espoir. D'où notre espoir qu'avec un bon choix de paramètres, les modèles que les épidémiologues connaissent peuvent nous permettre de sortir de l'ornière au Cameroun et d'arriver à quelque chose. Bon, là, on a appuyé un peu les bruits colorés. Vous voyez bien qu'on a fait des moyens 5, 10, avec des variances et tout. Qu'est-ce qu'on obtient? Tu peux avancer, Valérie? S'il te plaît. Donc, ça fait que on a continué à fouiller. Avance encore. C'est la même tendance. Il n'y a rien de nouveau. Bon, vous allez me demander, tout ça c'est bien beau, ouais. Mais quel algorithme avez-vous utilisé? Dans notre équipe, vous allez voir le jeune qui va continuer l'exposer avec moi. C'est un des test scientifiques qui sont très forts pour faire des simulations et qui nous ont permis, avec cet algorithme LBFGS, de voir comment résoudre ce système et d'essayer de mieux l'utiliser. Et c'est ça qui nous a donc permis d'avancer un peu. C'est cet outil, cet algorithme que nous avons utilisé. Je dis un mot là-dessus, tu peux avancer, pour que si les spécialistes ont des questions là-dessus, qu'ils puissent savoir sur quoi nous sommes reposés pour dire ça. Regardez, nous sommes conscients que notre modèle n'est pas forcément la réalité. C'est une approximation. Mais il faut donc mesurer l'erreur entre la réalité et ce que notre modèle dit. C'est pour ça que l'erreur là, vous voyez, nous allons donc considérer l'erreur. Plus l'erreur sera faible, mieux le modèle sera. Il faut donc bien qu'on dise la vérité aux gens en leur disant, oui, on a fait tout ça, c'est bien beau mathématiquement, mais réellement, est-ce que ça correspond à la vérité? Donc, l'erreur se calcule par cette formule. On peut avancer, Valérie? Bon, vous savez, je l'ai dit un peu plus tôt, la stabilité et tout le modèle se traduit par les R0, soit ils sont inférieurs à 1. Lorsqu'il est inférieur à 1, vous voyez bien qu'on a espoir, mais s'il est supérieur à 1, c'est la catastrophe. Si on a R0 supérieur à 1, ça veut dire que l'épidémie ne sera pas jugulée et que nous entrons. Voilà. Et pour les sensibilités des paramètres, les spécialistes savent que ce n'est pas un travail facile. Nous l'avons fait fortement avec nos équipes, mais ce n'était pas l'objet de notre travail pour nous étendre dessus. Nous voulons montrer déjà que le peu qu'on a fait nous permet de voir un peu est-ce que l'épidémiologie
est-ce que la pandémie peut être jugulée au Cameroun? Est-ce que les mesures que le gouvernement prend peuvent aider? On peut avancer, Valérie, s'il te plaît. Bien. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait un peu le bilan, vous voyez, le modèle déterministe nous amène des R0 compliqués. Et c'est ça qui nous fait dire que les modèles déterministes sont moins appropriés pour la COVID-19 que les modèles stochastiques. Avance, Valérie, s'il te plaît. Et quand on met les choses de sensibilité, les paramètres de sensibilité et tout, vous voyez bien que lorsqu'on vient au modèle stochastique, regardez les R0, ils sont beaucoup plus raisonnables. Cette tendance nous a donc conforté à continuer la recherche sur la COVID-19 en disant « Waouh, on peut peut-être arriver quelque part avec toutes les recherches qui ont été faites. » Évidemment, il y a des comportements asymptotiques qu'il faut qu'on dise quand même. On ne va pas se dire oh, on ne peut pas tout trouver. On a bien vu qu'avec les tendances à l'infini et tout, on va bien arriver à des résultats qui pourront se surprendre et qui ne seront pas forcément les bons. Donc, on l'a dit, on le dit. C'est une recherche qui commence, elle n'est pas terminée. Avance, Valérie, s'il te plaît. Et on a pris la peine de le dire. Et on a redit également que le R0, dans certaines conditions, lorsqu'il est ceci, lorsqu'il est cela, lorsqu'il est inférieur à 1, lorsqu'il est supérieur à 1, ça donne ceci, ça donne cela, pour dire les choses ne sont pas figées, il faut rester vigilant. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats? Ils sont discutables. Dans un premier temps, pas de triomphalisme à faire. Les tendances sont bonnes, semblent bonnes, ça nous encourage à continuer la recherche, mais on ne peut pas être satisfait de tout. Il y a encore des choses à faire. On peut avancer, Valérie. Notre travail est limité. Est-ce qu'on a pu tout en compte? Non. On n'a pas pu tout en compte. Il y a des paramètres qu'on aurait pu ajouter. Il y a des compartiments que nous aurons pu ajouter. Non, on n'a pas tout mis. D'ailleurs, je me réjouis. Hier soir, j'étais chez moi, je regardais un peu ce qui est fait. J'ai constaté que d'autres groupes du Cameroun ont commencé à publier sur la Covid. J'ai vu un travail qui a été publié, je crois, par Kagé. Il y a une équipe à Ngaoundéré, il y a des gens à Yaoundé 1, et c'est bien. Donc, des choses que vous et moi, nous n'avons pas pu faire ici, des limitations, d'autres ont pu s'en rendre compte. Alors, est-ce qu'il n'y a que des modèles compartimentaux? Non, il peut y avoir d'autres modèles. Nous avons donc ouvert une brèche avec mes jeunes, voilà, monsieur Guy va nous expliquer donc son approche par les avalanches. Sur ce, je veux donner la parole à mon data scientist, monsieur Guy, qui va nous expliquer c'est quoi l'avalanche. Il dit que la Covid est une avalanche, mais c'est une étude qui est encore en cours. C'est quoi une avalanche? Alors tu expliques très bien, et tu sais que je suis là. Allez.